As-tu déjà imaginé comment serait ta vie si tu pouvais contrôler entièrement tes émotions dans chaque situation, quelle que soit la pression que tu t'imposes à toi-même à cause de tes propres pensées ou le stress que cela génère? Bienvenue dans un voyage à travers la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui transforme et offre une sérénité inébranlable face aux turbulences de la vie moderne. Originaire de la Grèce antique et perfectionné à Rome, le stoïcisme nous enseigne à distinguer entre ceux que nous pouvons changer et ceux que nous devons accepter. Comme l'a souligné Épictète, ce n'est pas ceux qui t'arrivent, mais comment tu réagis qui compte. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 habitudes toxiques que les stoïciens évitaient à tout prix pour maintenir la paix intérieure tant désirée. Ces principes, bien que millénaires, résonnent avec une pertinence surprenante dans notre monde actuel, où l'exposition publique constante et les exigences numériques menacent constamment notre tranquillité et notre bien-être. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à la partager avec ceux que tu crois bénéficieront de ces enseignements intemporels. Je promets non seulement une réflexion profonde, mais une véritable transformation dans la façon dont tu perçois et réagis au monde qui t'entoure. Comme nous l'a rappelé Marc Aurèle, accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les personnes avec qui le destin t'a réuni. Mais fais-le de tout ton cœur. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Commençons par la première habitude toxique que les stoïciens évitaient de montrer en public, l'expression inappropriée d'émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse et la peur. Pour les stoïciens, les passions débridées sont irrationnelles, vont à l'encontre de la nature humaine et nous empêchent de nous maîtriser. C'est pourquoi leur objectif était d'atteindre l'apatheia, c'est-à-dire la tranquillité émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir un ermite insensible qui réprime tous ses sentiments. En fait, les stoïciens comprenaient que les premières passions involontaires étaient naturelles. L'important était comment nous choisissions de répondre à partir de là. Par exemple, si tu souffres de la perte d'un être cher, il est normal de ressentir une profonde tristesse au début. Les stoïciens ne diraient pas que cette tristesse innée est quelque chose de mauvais ou dont il faut avoir honte. Cependant, ils pensaient que nous devons faire attention à ne pas prolonger inutilement cette souffrance, à ne pas nous enfoncer dans un abîme d'auto-apitoiement, ni à exhiber notre douleur aux autres. Ils considéreraient plus vertueux de traverser ce deuil de manière privée, rationnelle et avec équanimité. Les stoïciens déconseillaient de montrer sans filtre nos émotions, surtout les négatives, pour plusieurs raisons puissantes qui restent valides aujourd'hui. Premièrement, parce que notre état émotionnel est presque toujours passager, mais nous nous laissons facilement emporter par cette vague temporaire de sentiments, et nous amplifions quelque chose qui avait une racine petite, c'est-à-dire que nous donnons des proportions épiques à un contretemps mineur. Deuxièmement, parce que montrer sans contrôle des émotions comme la colère ou la frustration perturbe les autres, crée un malaise et une tension inutiles, et ainsi nous perdons autorité et capacité de leadership devant les autres. Troisièmement, parce que montrer sans retenue certaines de nos passions peut être utilisé contre nous par d'autres personnes, révélant des points faibles qui deviennent ensuite des cibles d'attaque. Nous devons être prudents en nous ouvrant émotionnellement aux autres. Quatrièmement, et encore plus important, les stoïciens croyaient qu'en laissant sortir toute cette charge émotionnelle sans la traiter rationnellement d'abord, en réalité, nous ne la libérons pas mais nous la nourrissons et la rendons plus forte. Nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Observons un phénomène curieux. Plus nous crions après quelqu'un en plein milieu de la colère et de la frustration, plus nous nous énervons. Exprimer la colère à l'extérieur ne la décharge pas, elle la renforce. Au contraire, si nous faisons une pause, respirons et analysons la situation avec calme, la colère se dissipe. C'est pourquoi les stoïciens proposaient un exercice puissant face à n'importe quelle émotion négative. Dialoguer avec elle, c'est-à-dire la séparer de nous-mêmes et la questionner. Pourquoi es-tu vraiment ici? De quoi me sers-tu? M'aides-tu à résoudre la situation ou ne fais-tu qu'empirer les choses? Ce détachement nous permet de prendre le contrôle de la passion débridée au lieu d'être contrôlé par elle. Nous pouvons raisonner et discerner la meilleure réponse au lieu de réagir impulsivement avec des sentiments toxiques.
Une autre technique clé face aux émotions est de les visualiser comme passagères, en constante évolution. Rien ne dure pour toujours, ni la grande frustration, ni l'immense joie. Tout est transitoire. Cela aide à relativiser l'intensité de ce que nous ressentons sur le moment et évite que nous nous y accrochions. Cela ne signifie pas les réprimer ni les feindre. Il y a de la place pour exprimer des sentiments négatifs de manière constructive, privée et irrationnelle, avec des personnes de confiance. Nous pouvons demander un conseil prudent à des proches pour nous soulager si nécessaire, mais une diffusion massive n'est pas saine. Il n'est également pas sain de les accumuler sans les élaborer, car cela génère amertume et ressentiment. Mais en public, les stoïciens cherchaient à projeter, dans la mesure du possible, équanimité, sagesse et maîtrise de soi, une sorte de leadership émotionnel devant les autres. Cela se remarque dans ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Beaucoup de victimisation, de plaintes, d'indignation, de fureur, de personnes chroniquement offensées qui n'exposent que des activités superficielles. Il est compréhensible de se défouler, mais attention à ne pas nourrir compulsivement les colères et les haines irrationnelles. Pensons à quelle image et quelle énergie nous souhaitons rayonner vers les autres. En résumé, plutôt que de réprimer des sentiments intenses, l'invitation stoïcienne est de les traiter rationnellement et constructivement d'abord, sans nous laisser posséder par eux. Ensuite, les exprimer avec sensibilité si nécessaire, mais éviter de diffuser sans filtre cette charge toxique négative à droite et à gauche. La deuxième habitude toxique que les stoïciens déconseillaient de montrer en public est de se plaindre constamment des problèmes inévitables de la vie. Au lieu de nous lamenter pour chaque contretemps, les stoïciens proposaient d'accepter avec équanimité ces situations comme partie de la nature, du destin ou de la volonté divine. Il ne s'agit pas d'être une victime passive, mais de changer ce qui est sous notre contrôle et d'accepter le reste sans résistance inutile. Cette attitude d'acceptation est intimement liée à un autre concept clé du stoïcisme, l'amor fati, qui se traduit littéralement par amour du destin, amour de ce que la vie nous réserve. Cela signifie non seulement tolérer, mais même apprécier les événements comme partie d'un tout consenti, voir chaque expérience comme un cadeau, en supposant que rien n'est vraiment mauvais dans le grand ordre divin de l'univers. Cela nous rappelle qu'il existe toujours quelque chose de positif à extraire, même des situations les plus dures, si nous adoptons la perspective adéquate. Bien sûr, à première vue, cette position semble presque masochiste, comme aimer le cancer, la faillite, la trahison d'un ami, la mort d'un enfant. Aucun stoïcien ne proposait ce type de pensée toxique. Leur point est que, bien que ces choses terribles ne devraient pas se produire dans un monde idéal, puisqu'elles se produisent, maudire chaque aspect de la réalité ne résout rien du tout. Cela nous rend juste plus malheureux, tandis que nous perdons de l'énergie en lamentant comment les choses sont. Nous échappent les solutions qui sont à notre portée. Nous devenons partie du problème au lieu de la solution. Cela se voit clairement sur les réseaux sociaux, où il y a actuellement des gens qui entrent uniquement pour se plaindre de tout, des sujets sociaux graves aux banalités enfantines. Ils passent leur temps à déplorer l'état lamentable de chaque chose, la décadence de la société. Quelle tragédie partout. Mais au-delà du défoulement initial, à quoi sert de dramatiser et de se plaindre autant? La plupart ne proposent même pas de solution réaliste aux problèmes qu'ils dénoncent. Ils se contentent de se complaire dans le conflit, la polarisation, l'indignation, alimentant compulsivement la discorde sans rien transformer. Même face à des difficultés graves qui semblent injustes, les stoïciens proposent que nous conservions notre intégrité. Au lieu de maudire les pertes, mieux vaut grandir avec ce que nous avons encore. Au lieu de continuer à ruminer ce qui ne peut plus être changé, mieux vaut nous concentrer, sereinement et rationnellement, sur les solutions disponibles. Un exemple extrême est Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien qui a régné pendant une période décadente et corrompue de Rome. Il a dû faire face à des guerres, des trahisons, des pestes. Cependant, dans ses écrits, il montre toujours une équanimité face à l'adversité. Il ne niait pas la gravité des problèmes, mais se concentrait sur son rôle pour les gérer avec prudence, promouvant l'autodiscipline et l'action résolutive plutôt que la plainte stérile. Un autre cas extraordinaire était celui de James Stockdale, un pilote de guerre fait prisonnier et torturé pendant des années au Vietnam. Pour survivre dans cet enfer, il a utilisé les enseignements stoïciens qu'il avait étudiés à l'université des années auparavant.
Au lieu de maudire ses ravisseurs ou sa chance, il a accepté avec intégrité sa réalité, se concentrant jour après jour sur le peu qu'il pouvait encore contrôler pour résister dignement. Cela l'a également sauvé du suicide, de la folie ou de la paralysie du désespoir. Même dans notre vie quotidienne, à un niveau beaucoup moins grave, nous pouvons appliquer cette vertu stoïcienne. Bien sûr, nous devons nous défouler lorsque c'est nécessaire, exprimer des frustrations, mais attention à ne pas rester pris au piège dans un cycle interminable de plaintes et de lamentations. Peu sert de dramatiser et d'agrandir le négatif compulsif. Ce problème mérite-t-il vraiment autant d'attention et de souffrance? N'y a-t-il rien de récupérable dans cette situation? De quoi dépend sa résolution? Des questions comme celle-ci aident à prendre du recul et à récupérer la perspective et le pouvoir personnel. Au lieu d'alimenter la discorde sur les réseaux sociaux, mieux vaut promouvoir la paix en partageant des solutions réalistes, des informations fiables, des gestes inspirants de fraternité. Faisons partie de la réponse, pas du problème. Il y a assez de malheur dans le monde pour ne pas ajouter plus de combustible au feu. Que nos paroles et nos actions nourrissent le bien, la vérité et la beauté. Cela dépend de chacun de nous de créer des micro-environnements d'harmonie depuis notre domaine d'influence. Bien sûr, ce n'est pas facile de maintenir cette équanimité et cette vision large en tout temps. En fait, nous avons besoin de défoulements modérés. Mais ensuite, il est essentiel de récupérer l'intégrité et le focus résolutif. Cesser d'alimenter des vagues interminables d'indignation et plutôt promouvoir l'inspiration. Cet équilibre est essentiel pour notre santé mentale et nos relations sociales. Finalement, dans des moments extrêmement difficiles où nous sentons que la tristesse, la rage ou la frustration nous brisent, nous pouvons utiliser la technique de visualisation stoïcienne. Imaginez que nous nous élevons au-dessus de la Terre dans l'espace sidéral pour contempler notre situation personnelle à distance, comme un point minuscule dans l'immensité indifférente du cosmos. Cet exercice de perspective radicale nous permet de relativiser les problèmes terrestres, de nous rappeler qu'ils sont passagers face à la totalité du temps et de l'espace infini. Tout change, tout passe, rien n'est si terrible ni merveilleux. La vie continue. Nous sommes poussière d'étoiles, un atome parmi des milliards identiques à nous, avec leur propre malheur. Nous ne sommes ni uniques ni seuls dans la douleur. Elle fait partie de l'existence que nous devons traverser avec intégrité. Ainsi, plutôt que d'éviter ou d'ignorer la souffrance inhérente à la vie, il s'agit de répondre au destin avec courage et équanimité, sans nous lamenter tant pour ce qui n'a pas de remède, mais plutôt reconnaissant et proactif avec ce que nous pouvons améliorer, avec amor fati, en acceptant la réalité telle qu'elle est, pour en extraire le meilleur. La troisième habitude toxique que les stoïciens déconseillaient de montrer en public est l'arrogance et l'ostentation inutile de possession et de capacité. Les stoïciens étaient des fervents promoteurs de l'humilité et de la modestie, soutenant qu'il est antiéthique et révélateur d'une profonde insécurité de se vanter fièrement de nos réussites matérielles ou personnelles. Ce comportement est particulièrement pertinent à l'ère des réseaux sociaux, où de nombreuses personnes construisent des identités exagérées, basées sur des aspects superficiels et externes pour gagner l'admiration. Ils publient constamment sur leur luxe et leur talent, cherchant à étonner leur audience. D'une perspective stoïcienne, se concentrer trop sur l'externe, comme l'argent, les trophées, l'apparence physique, la célébrité et les possessions, révèle une hiérarchie de valeurs erronées. Ce qui est vraiment précieux, c'est notre caractère, nos vertus et nos compétences internes. Être des personnes qui aiment, pardonnent et se surpassent chaque jour est le véritable accomplissement. Se vanter du contraire est vain et ridicule pour un stoïcien. Une fable illustre ce point. Un jour, le soleil et le vent compétitionnaient pour voir qui était le plus puissant en essayant d'enlever le manteau d'un vieillard. Le vent souffla avec une arrogance extrême, mais plus il essayait, plus le vieillard s'accrochait à son manteau. Puis ce fut le tour du soleil, qui brilla simplement plus fort, et le vieillard enleva volontiers son manteau. Cette histoire montre que lorsque nous nous vantons de manière arrogante, nous n'obtenons que l'éloignement ou l'envie des autres, perdant l'opportunité de briller de notre propre lumière. La tendance actuelle à faire ostentation de richesse pour impressionner est un exemple clair d'une attitude nuisible. Publier constamment des photos de maisons somptueuses, de voitures de luxe, de bijoux coûteux et de voyages exotiques autour du monde ne cherche qu'à provoquer l'admiration ou l'envie,
Mais cela se traduit rarement par un respect véritable. Les stoïciens ne promouvaient pas l'extrême pauvreté, mais l'importance de la simplicité et de l'autosuffisance comme base de la tranquillité. Nous n'avons pas besoin de tant de choses matérielles que nous le croyons pour être heureux et nous sentir complets. L'indifférence stoïcienne envers les adiaphoras, c'est-à-dire ces choses externes qui ne dépendent pas de nous, est cruciale. Celle-ci inclut les possessions matérielles, la célébrité et même la santé du corps, qui sont indifférentes dans la mesure où elles ne déterminent ni notre bonheur, ni notre vertu intérieure. Bien sûr, nous préférons être en bonne santé et avoir des biens de base pour nous débrouiller. Mais devenir accro à accumuler et exhiber des choses externes sans limite est le signe d'une âme désorientée. Notre fierté doit provenir de nos efforts quotidiens pour nous améliorer en tant que personne, apprendre des coups de la vie et transcender les attachements mondains. C'est la véritable source de dignité. Tout aussi nuisible est de se vanter vainement de qualités comme la beauté physique ou l'intelligence innée, qui sont de simples talents naturels qui nous ont été attribués par hasard, pas de grands accomplissements qui démontrent un caractère supérieur. En fait, quelqu'un de moins attrayant ou moins intelligent mais bienveillant est plus admirable pour un stoïcien. Une technique clé que les stoïciens recommandaient lorsque l'on est tenté de se vanter excessivement est de s'imaginer soudainement perdre toutes ses possessions et cette célébrité si précieuse, te retrouvant seul avec toi-même dans une pièce vide. Que resterait-il? Qui serais-tu au-delà de l'externe? Cet exercice de visualisation te rappelle ce qui compte vraiment à cultiver à l'intérieur, la sagesse, l'amour, la force de volonté. En prenant conscience du mécanisme psychologique derrière l'arrogance et le désir de louange, tu peux commencer à guérir ces carences sous-jacentes. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, ni de mendier l'attention. Ta propre estime ne dépend pas de la flatterie des autres. Ainsi, tu cesses de jouer au jeu épuisant de poursuivre la célébrité et les applaudissements superficiels qui ne te satisferont jamais vraiment. Et tu orientes cette soif de grandeur vers des objectifs plus transcendantaux, au niveau spirituel ou communautaire, canalisant les impulsions égocentriques vers un but supérieur. Tu abandonnes l'orgueil et deviens un serviteur humble des autres. La quatrième habitude toxique que les stoïciens évitaient à tout prix de montrer en public est la tendance à critiquer et à parler mal des autres. Les stoïciens comprenaient combien les mots peuvent être préjudiciables pour détériorer les relations et les réputations de manière injuste. C'est pourquoi ils soulignaient l'importance de maintenir une attitude compréhensive et bienveillante envers les fautes d'autrui. Cela ne signifie pas être un naïf qui célèbre tout. Certes, il y a des actions répréhensibles qui doivent être signalées, et les stoïciens n'hésitaient pas à défendre des causes justes avec fermeté, mais toujours dans certaines limites. Ils faisaient une distinction cruciale entre critiquer les idées ou les comportements et attaquer directement la morale de celui qui les exprime. Nous pouvons juger les actions sans avoir besoin d'émettre des jugements absolus sur la personne dans sa totalité. Par exemple, si quelqu'un commet une erreur ou dit quelque chose de faux, il est correct de ne pas être d'accord et d'exiger un changement. Mais nous ne devrions pas utiliser cela pour dénigrer son caractère de manière simpliste et permanente. Nous faisons tous des erreurs, et nous avons tous des lumières et des ombres. Malheureusement, de nos jours, nous observons le contraire sur les réseaux sociaux et dans les débats publics. Des discours hautement polarisés et virulents où l'on tolère peu la moindre faute d'autrui, sans espace pour les nuances ni les secondes chances. Une opinion impopulaire, une blague de mauvais goût ou un commentaire malheureux peuvent être suffisants pour annuler une personne de manière permanente, détruire sa réputation et ses moyens de subsistance pour un faux pas. D'une perspective stoïcienne, cet instinct vengeur et assoiffé de justice est précisément une partie du problème. Nous pouvons signaler une action répréhensible avec fermeté et exiger des comptes, mais nous devons nous garder de devenir ceux que nous critiquons, comme une foule enragée. Les stoïciens se méfiaient profondément de l'opinion des majorités comme critère éthique, comprenant que la morale est indépendante de l'approbation sociale et que les masses peuvent être particulièrement irrationnelles et impitoyables lorsqu'elles se déchaînent. Observons un phénomène courant. Des personnes qui participent avec enthousiasme à la destruction de quelqu'un critiqué par tous, mais qui ensuite, hypocritement, publient des phrases sur ne pas juger, être compatissant et ne pas alimenter la haine. Où reste cette pitié avec ceux qui lynchent un instant auparavant?
Cette simulation et cette fausse moralité des apparences est ce que les stoïciens tentaient de démasquer. Nous pouvons nous montrer politiquement corrects et parler de vertu, mais nos actes révèlent si nous sommes vraiment cohérents avec les principes que nous proclamons, ou si c'est juste une pantomime sociale. Un autre point clé sur la critique que soulignaient les stoïciens est qu'elle est rarement productive ou constructive lorsqu'elle est faite sans que la personne concernée soit présente ou puisse répondre. Parler dans son dos alimente simplement des jugements partiels et déformés qui ne résolvent rien. C'est pourquoi le commérage malveillant était vu comme un comportement moralement répréhensible. Les stoïciens proposaient que, lorsqu'il est absolument nécessaire de signaler un comportement nocif en public, cela se fasse avec un esprit bienveillant, cherchant davantage à réformer qu'à punir le coupable. Condamner l'erreur commise en faisant appel à sa raison et en profondeur, en faisant un appel à son moi supérieur, capable de rectifier, même en appliquant des remèdes douloureux si nécessaire, mais toujours avec une intention reconstructive, non punitive. Il croyait fermement dans la capacité humaine pour la croissance et la rédemption, même des pires criminels. Personne n'est complètement malveillant, seulement égaré. Il y a toujours la semence de la vertu. Nous devons éviter de l'étouffer avec un mépris excessif. Cette vision miséricordieuse envers les fautes d'autrui ne doit pas être confondue avec être permissif ou tolérant envers le mal. Au contraire, parce que nous croyons au pouvoir de chaque être humain pour se surpasser, nous devons être exigeants les uns envers les autres pour respecter des standards éthiques plus élevés, mais avec patience et sans tant de condamnation irréversible. La cinquième habitude toxique que les stoïciens évitaient à tout prix d'exhiber en public est la recherche obstinée de la célébrité, du statut social et de la reconnaissance externe. Les stoïciens comprenaient parfaitement les dangers d'une mentalité largement adoptée qui cherche constamment à plaire et à capturer l'admiration des autres, poursuivant sans relâche les applaudissements du monde. Naturellement, à tous nous plaît recevoir la reconnaissance pour nos actions lorsqu'elles sont bien exécutées, mais il y a une grande différence entre accepter gentiment un compliment occasionnel et mettre l'approbation des autres au-dessus de nos propres principes éthiques et indépendance de pensée. Cette insatiable nécessité de validation externe est précisément ce que les stoïciens cherchaient à éradiquer, car elle alimente un ego fragile et insécure, dépendant de miettes d'attention qui ne le rassasieront jamais complètement. Vivre en fonction de l'opinion des autres plutôt que de nos propres valeurs est un piège dangereux. De plus, à l'ère des réseaux sociaux, cette soif malsaine d'attention s'est amplifiée, amenant de nombreuses personnes à se démener pour projeter des images de vie parfaites, accumulant des abonnés et des likes. La question stoïcienne clé ici est « Quel vide si grand tentent-ils de remplir ?» Ceux qui cherchent désespérément le statut, la célébrité ou l'approbation externe. C'est un puits sans fond qui les laisse seulement plus vides et insatisfaits. De nombreux influenceurs ou célébrités qui ont atteint une énorme popularité et semblent tout avoir, luttent en réalité contre des insécurités, des vides émotionnels et même des pensées suicidaires. La constante flatterie ne guérit pas ces carences internes. En essence, une estime de soi qui a besoin d'une validation externe constante est insatiable, cherchant toujours de nouvelles manières de se comparer aux autres. Les stoïciens se méfiaient profondément de l'opinion majoritaire, comprenant que la vérité n'est pas déterminée par consensus et que la vertu et le bonheur ne dépendent pas de recevoir des médailles, mais d'être en cohérence avec nos propres valeurs et de maintenir une indépendance mentale. Il ne s'agit pas d'être des rebelles sans cause qui s'opposent systématiquement à ce que les autres pensent, mais de posséder la sagesse d'écouter diverses perspectives avec humilité, d'incorporer l'utile, mais toujours en maintenant une solide pensée critique et autonomie. En conclusion, les stoïciens nous incitent à ne pas trahir nos principes ni à adopter de fausses idées, simplement parce qu'elles sont populaires et que nous voulons nous intégrer. Cela est particulièrement pertinent dans le paysage actuel des réseaux sociaux et de la politique, où beaucoup répètent des slogans sans vraiment analyser les arguments, simplement pour bien paraître avec certains groupes idéologiques, non par conviction sincère. La véritable maturité, selon le stoïcisme, est atteinte lorsque nous pouvons soutenir nos croyances sans la nécessité d'une foule derrière qui nous applaudit, lorsque nous ne dépendons pas autant de l'approbation de la masse. C'est la manière de vivre qui nous enseigne à nous respecter nous-mêmes et les autres,
en maintenant notre dignité et notre authenticité dans un monde qui nous pousse constamment vers la superficialité. La sixième habitude toxique, que les stoïciens évitaient à tout prix de montrer en public, était l'anxiété et la peur excessive pour l'avenir. Ils croyaient fermement en vivre le moment présent et en profiter pleinement, se concentrant sur ceux qu'ils pouvaient réellement contrôler, leurs actions quotidiennes. Cela ne signifie pas être irresponsable et ne pas planifier ni prendre soin d'un avenir stable, mais plutôt éviter de tomber dans des pensées anxieuses et obsessionnelles qui anticipent des désastres qui ne se produiront peut-être jamais. Selon Sénèque, nos peurs sont toujours plus intenses à l'avance, et Épictète conseillait de ne pas se tourmenter pour ceux qui pourraient arriver demain, car le même soin que nous recevons aujourd'hui, nous l'aurons aussi demain. Il est ironique d'observer comment, malgré les grands accomplissements de l'humanité, comme la conquête de la Lune ou le déchiffrement du génome humain, nous restons incapables de nous détendre à cause de notre imagination hyperactive qui craint ceux qui pourraient mal tourner dans un avenir proche. Nous nous vantons de notre grande intelligence, mais nous restons esclaves d'un instinct primaire qui craint et apprend de toute menace possible, au lieu de profiter du présent. Malgré les avancées scientifiques et technologiques qui ont augmenté notre qualité de vie, nous faisons face paradoxalement à plus d'anxiété, de dépression, d'insatisfaction et de maladies mentales. Il est logique de s'inquiéter occasionnellement pour l'avenir, mais vivre dans un état perpétuel d'anxiété et d'angoisse, craignant le pire à chaque instant, même si tout va bien, n'est ni sain ni utile. Des études montrent que la majorité de nos soucis ne se matérialisent jamais, et dans les cas où les choses tournent mal, toute l'angoisse anticipée s'avère être une dépense inutile d'énergie mentale et émotionnelle. Nous gâchons le présent pour des problèmes hypothétiques. S'inquiéter, c'est comme payer des intérêts sur une dette qui ne nous a pas encore été réclamée et qui ne le sera peut-être jamais. Lorsque nous vivons angoissés au bord de l'abîme, imaginant des catastrophes futures, nous créons notre propre enfer mental. Plus nous nous accrochons à ces pensées catastrophiques en essayant de nous préparer, plus nous ressentons de peur et de misère, souffrant davantage de l'idée de problèmes potentiels que des problèmes réels. Observez comment les chiens vivent paisiblement, profitant du moment sans se soucier de leur vieillesse ou de leur mort prochaine. Même face à un désastre réel, ils reviennent rapidement à leur état naturel de joie simple, sans y réfléchir davantage. Ils ont plus de bon sens que nous, qui sommes experts en créant des drames hypothétiques. Il ne s'agit pas de devenir irrémédiablement optimiste, en croyant que tout ira toujours parfaitement. Les stoïciens reconnaissaient que nous ferions face à des difficultés, à des pertes et à des échecs douloureux dans la vie, que nous devons accepter avec courage. Mais résister à l'inévitable avec sérénité est beaucoup plus difficile de gérer les défis réels lorsque nous sommes occupés à en inventer d'autres. En imaginant continuellement des problèmes au travail, en santé ou dans les relations, et en y réfléchissant sans cesse, nous garantissons de gâcher notre bonheur ici et maintenant, créant des prophéties auto-réalisatrices qui se matérialisent uniquement parce que nous les attirons. La solution n'est pas de nier les défis futurs, ni de faire confiance aveuglément sans plan, mais de cultiver la résilience émotionnelle pour les affronter s'ils arrivent. Évitez de déclencher des bombes dans votre esprit de manière prématurée et contre-productive par l'anxiété de contrôler l'incontrôlable. La vie trouvera toujours le moyen de déjouer nos meilleurs plans. Il y aura toujours des variables que nous ne pouvons pas anticiper complètement. Tôt ou tard, nous devrons improviser, nous adapter et aller avec des situations inattendues. Au lieu de gaspiller vos jours à vous inquiéter pour des problèmes hypothétiques au travail, concentrez toute votre passion à faire votre travail quotidien du mieux possible. Au lieu de craindre constamment que votre partenaire vous trompe ou vous abandonne un jour, enrichissez votre relation ici et maintenant. Concentrons-nous sur ce que nous contrôlons vraiment, notre attitude mentale, nos habitudes et l'effort que nous mettons, sans nous préoccuper des facteurs externes futurs qui sont hors de notre contrôle. Planifiez avec modération pour avoir un coussin et réduire les risques graves, mais sans la paranoïa de vouloir prévoir et gérer chaque variable aléatoire de la vie qui, tôt ou tard, nous frappera. Allez avec le chaos sans essayer de dompter chaque détail. Ce n'est pas facile d'atteindre cet équilibre et de prendre les précautions adéquates sans finir par imaginer le pire dans chaque scénario. Mais c'est le chemin de maturité qui nous permet de profiter du voyage,
en considérant l'avenir sans gâcher le présent pour lui, avec bravoure et bon sens. Surfer sur l'incertitude qui existera toujours. En fin de compte, la seule chose que nous pouvons contrôler est notre volonté d'améliorer chaque jour, d'apprendre des obstacles et de donner le meilleur de nous-mêmes dans notre cercle d'influence avec les ressources que nous avons à portée de main. Jamais avec des garanties absolues de succès, jamais sans risque ni surprise en cours de route, mais avec la confiance que nous irons bien quoi qu'il arrive. Même si nous trébuchons, avec suffisamment d'intégrité pour aller de l'avant malgré la peur et peut-être, comme le disent les vieux classiques orientaux, il vaut mieux ne rien attendre du tout de l'avenir, ne pas le craindre excessivement, ni même oser conceptualiser à quoi devrait ressembler votre vie idéale dans 5 ou 10 ans. Parce que la réalité prendra toujours sa propre forme, que cela vous plaise ou non. C'est la 6e habitude que les stoïciens nous conseillaient de ne jamais montrer en public, l'anxiété et la peur excessive pour des événements futurs que nous ne contrôlons pas. Ils nous enseignent à vivre le moment présent avec pleine conscience et sagesse, en nous concentrant sur ce que nous pouvons raisonnablement contrôler ici et maintenant. Cela ne signifie pas devenir irresponsable, ne pas planifier ni prendre soin d'avoir un avenir souhaitable, mais plutôt éviter de nous angoisser de manière irrationnelle pour ce qui ne s'est pas encore produit et qui ne se produira probablement jamais, ou même si cela se produit. Se répéter mentalement une tragédie imaginaire ne résout rien. Il est compréhensible d'avoir un peu d'anxiété et de soucis pour divers fronts, comme la santé personnelle et celle des êtres chers, l'économie personnelle, le travail, les études des enfants, etc. Car cela fait partie de l'instinct naturel de survie pour planifier et prévenir les risques. Le problème survient lorsque cette tendance devient incontrôlable et que nous finissons consumés par la peur ou l'anticipation négative, passant plus de temps à nous inquiéter pour un avenir hypothétique et terrible que à affronter la réalité actuelle pour agir en conséquence. C'est alors que l'anxiété devient toxique et contre-productive, lorsque ce mécanisme préventif conçu pour nous protéger commence à saboter notre qualité de vie et notre capacité à profiter du présent. Il est très facile de tomber dans ce cycle vicieux permanent de catastrophes imaginaires qui ne se produisent jamais, mais nous empêchent de dormir toutes les nuits. Et ensuite, nous nous lamentons d'avoir perdu des années de vie en angoisses inutiles qui se résolvaient toutes seules le lendemain ou ne se produisaient jamais. Cela ne signifie pas devenir irresponsable, ne pas planifier, ni prendre soin d'avoir un avenir souhaitable, mais plutôt éviter de nous angoisser de manière irrationnelle pour ce qui ne s'est pas encore produit et qui ne se produira probablement jamais, ou même si cela se produit. Pour désamorcer cette bombe à retardement interne, les stoïciens proposaient un changement de perspective simple mais puissant, avec 2 questions clés. Ce problème qui m'angoisse, se produit-il déjà et dois-je y faire face maintenant? Si ce n'est pas le cas, que gagne-je à m'en inquiéter dès maintenant pour quelque chose d'hypothétique qui pourrait ne jamais arriver? Bien sûr, des situations douloureuses et imprévisibles peuvent se produire éventuellement, malgré nos meilleurs plans. C'est la vie elle-même avec ses hauts et ses bas inhérents. Mais en ayant renforcé notre résilience émotionnelle et notre sagesse pour traverser l'inévitable, vous le géreriez beaucoup mieux que si cela arrivait après des années passées à être consumé par l'angoisse. En fait, le paradoxe est que ceux qui vivent anxieux pour éviter toute adversité ou qui continuent à retarder des actions importantes par une peur éternelle de l'échec ont tendance à être beaucoup moins bons pour naviguer à travers de grands obstacles lorsqu'ils surviennent, car ils les prennent au dépourvu, sans un muscle mental et émotionnel forgé. C'est ainsi que fonctionne l'anxiété chronique. C'est une prophétie auto-réalisatrice où nous attirons ce que nous craignons le plus en nous concentrant obsessivement dessus, au lieu de nous renforcer pour pouvoir le gérer sereinement s'il apparaît. Tout le temps et l'énergie perdue en chimère pourraient avoir été mieux utilisés. Un autre antidote clé que les stoïciens proposaient contre l'anxiété était simplement d'accepter que certaines choses inévitables nous dépassent et sont destinées à se produire dès le départ par des forces majeures, ce qu'ils appelaient l'amor fati, aimer notre destin tel qu'il est. Cela semble fort lorsque nous pensons à des événements traumatisants comme une terrible maladie ou la mort d'un être cher. Mais l'idée n'est ni masochiste ni défaitiste. C'est simplement reconnaître avec courage que la vie a des commencements et des fins, et que lutter contre cette réalité ne fait que nous faire souffrir davantage. Bien sûr, nous prenons des précautions sensées pour prévenir ce qui est évitable et vivre bien, mais lorsque quelque chose de véritablement inévitable qui nous dépasse arrive,
Nous pouvons choisir de traverser l'événement avec équanimité, au lieu de nous consumer dans les efforts dès la perte d'un emploi ou d'un partenaire, jusqu'à recevoir un diagnostic médical décourageant. Cela fait mal, et il est bien de faire un deuil. Mais ensuite, nous sommes appelés à aller de l'avant avec dignité face à l'incontrôlable, en reconstruisant sur les cendres avec espoir et créativité renouvelée. La 7e habitude toxique que les stoïciens évitaient à tout prix de montrer en public était la tendance à discuter avec véhémence, essayant d'avoir raison à tout prix. Les stoïciens comprenaient très bien à quel point les débats enflammés peuvent devenir contre-productifs, défendant bec et ongles chaque point de vue propre sans la moindre flexibilité. Évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner des idéaux éthiques fondamentaux face à n'importe quelle pression sociale, ni d'adopter des positions politiquement correctes, sans conviction profonde. Les stoïciens étaient des combattants infatigables pour des causes justes, mais ils soulignaient également les risques de s'accrocher avec égoïsme intellectuel à des opinions, croyant posséder la vérité indiscutable sur chaque sujet complexe. Cette arrogance ne fait que polariser, sans parvenir à des accords sensés. Le problème n'est pas de ne pas être d'accord véhémentement avec une idée, mais d'identifier notre ego et notre auto-image à une position spécifique de manière rigide et intolérante, en sentant que tout point de vue différent du nôtre est une attaque personnelle qui doit être réfutée à tout prix. Encore une fois, il semble compréhensible d'avoir une fermeté absolue face à des causes profondément importantes et des convictions éthiques que nous considérons comme irrévocables. Cependant, la grande majorité des débats enflammés se produisent en réalité sur des sujets mineurs sans grande transcendance. Des divergences sportives, des différences artistiques, des modes différents de résoudre un problème opérationnel complexe, sans solution unique évidente. C'est là que nous perdons la cordialité et l'humilité intellectuelle pour explorer des perspectives alternatives qui pourraient compléter la nôtre, pour dire « tu as raison sur ce point, je n'y avais pas pensé ». Nous tombons dans des dynamiques toxiques de gagner, perdre, essayant d'écraser l'autre à tout prix, au lieu de chercher la vérité multidimensionnelle. Nous défendons l'ego, pas des valeurs réelles. Bien sûr, les stoïciens n'encourageaient pas à abandonner des idéaux éthiques cruciaux uniquement pour éviter des frictions. Il y a des vérités profondes et des droits inaliénables pour lesquels il vaut la peine de lutter vigoureusement, même face à une majorité opposée. Mais une chose est de maintenir des principes fondamentaux et irrévocables, et une autre très différente est de croire que nous avons l'infaillibilité absolue pour pontifier avec véhémence sur n'importe quel sujet complexe avec de multiples lectures possibles. C'est pourquoi les stoïciens se méfiaient énormément des foules furieuses qui se croient porteuses de la vérité indiscutable, prêtes à annuler et à détruire quiconque ose remettre en question leurs croyances les plus élémentaires. Évidemment, on ne peut pas dialoguer avec des extrémistes fanatiques, mais pour des sujets gris où des gens décents ont des désaccords légitimes, les stoïciens prônaient la tolérance et l'ouverture pour explorer d'autres angles avec humilité. Cela permettait d'arriver à des consensus plus sages et mieux informés, sans avoir besoin d'imposer à tout prix une vision unique et partielle de réalité objectivement très complexe. Parce que, aussi convaincants que nous puissions trouver nos arguments, il y aura toujours des domaines qui nous échappent, étant donné notre expérience limitée et nos biais innés en tant qu'êtres humains avec un ego. C'est pourquoi les stoïciens se méfiaient également des foules confiantes qui prétendent tout savoir, qui rapidement dénigrent quiconque ose apporter des nuances ou des angles nouveaux à des sujets établis. Un domaine où cela s'applique clairement est l'innovation technologique, sociale ou artistique. Lorsque vous apportez des idées très révolutionnaires à votre époque, vous vous heurtez à l'incompréhension des masses accrochées au statu quo précédent, craintives face à la différence. Tout esprit brillant et inquisiteur qui ose remettre en question des paradigmes dominants sait combien il est difficile lorsque les autres se sentent attaqués dans leurs notions les plus basiques de normalité, lorsqu'ils se ferment fanatiquement au lieu de concevoir d'autres formes. Le créatif innovant a besoin de fermeté face à la pression sociale, mais aussi d'humilité pour incorporer des critiques valables parmi toute la condamnation furieuse qu'il recevra inévitablement en défiant l'établi. Même les visions les plus radicales et géniales se renforcent en se laissant interpeller. Il n'y a pas de meilleur thermomètre de la sagesse que d'examiner chaque facette d'une idée sous une lumière propre et étrangère pour l'affiner, en surmontant les limitations initiales. Ainsi, les stoïciens proposaient d'éviter par égale mesure deux extrêmes nuisibles,
une flexibilité excessive par complaisance, où nous finissons par adopter des positions éthiquement répréhensibles, simplement parce que la masse les célèbre au milieu de son délire irrationnel, et une obstination arrogante, incapable de se mettre à jour en apprenant, croyant que notre opinion individuelle est déjà parfaite telle qu'elle, et qu'elle ne nécessite aucune rétroaction ni nuance. Le juste milieu est nodal, ferme comme un rocher sur des principes cruciaux, malléable comme le bambou pour intégrer de nouvelles informations. Fermeté aimante, non égoïste. Conviction rationnelle conjuguée avec humilité intellectuelle, de savoir que nous ne saurons ni ne verrons jamais tout. C'est un idéal difficile, bien sûr. Notre ego tend à s'accrocher à l'un des deux extrêmes pour ressentir des certitudes absolues plutôt que de tolérer des ambiguïtés. Nous voulons catégoriser tout en noir et blanc, bon et mauvais de manière simpliste, mais tout sujet vraiment crucial a tendance à avoir des nuances éthiques très grises. C'est pourquoi les stoïciens promouvaient de contempler des dilemmes éthiques et philosophiques sous de multiples angles comme un précieux exercice mental et émotionnel. Ceci, non pour devenir paralysé, incapable de prendre position sur rien, doutant toujours, mais plutôt pour renforcer notre pensée critique multidimensionnelle, en connectant des idées en apparence en tension, comprendre sans nécessairement justifier toutes les motivations et contextes humains derrière chaque action répréhensible, condamner des erreurs avec fermeté lorsque c'est nécessaire, mais sans déshumaniser le coupable, ni nous croire parfaits. C'est un idéal qui nous coûte souvent beaucoup de travail, surtout lorsqu'il s'agit de sujets que nous ressentons profondément ou lorsque nous nous sentons agressés. Nous avons besoin de beaucoup de maturité émotionnelle pour séparer les personnes des actes, explorer sans réactivité des sujets sensibles, éviter des réductions simplistes. Mais c'est le seul chemin sensé pour établir des minima éthiques communs dans une société réellement diversifiée et pluraliste, sans prétendre à l'unanimité absolue sur chaque détail mineur, mais plutôt sur des principes minimaux de respect qui permettent la coexistence pacifique au milieu du désaccord. En résumé, les stoïciens nous invitent à discuter sans nous accrocher tant à notre ego, ni nous croire propriétaires de la vérité indiscutable, à échanger des perspectives honnêtement, en cherchant la compréhension et la croissance mutuelle, non comme des gladiateurs en dispute à mort défendant un territoire propre. Parce qu'au final, le manque de perspective pour concevoir d'autres manières, peut-être meilleures, nous transforme autant que l'erreur étrangère que nous condamnons. Nous perdons une opportunité d'apprentissage lorsque nous rejetons réflexivement toute notion contraire qui nous sort de notre zone connue. La 8e habitude que les stoïciens s'efforçaient d'éviter à tout prix était l'ostentation inutile de luxe et le gaspillage de ressources pour impressionner les autres. Les stoïciens promouvaient avec véhémence la simplicité, la frugalité et la modération dans la consommation comme valeur fondamentale, non par un glamour de la pauvreté, mais pour des raisons plus profondes. Ils considéraient absurde et irrationnel de s'accrocher à des biens matériels périssables, comme s'ils étaient la chose la plus importante dans la vie, la source ultime de bonheur et de réalisation, parce que par définition, tout luxe extérieur est éphémère et indigne de confiance pour soutenir quelque chose d'aussi crucial. En fait, les stoïciens soutenaient que précisément en dépendant autant de ces luxes pour nous sentir bien, nous les transformions en une source de constante anxiété, nous inquiétant maladivement de les perdre ou de ne pas pouvoir en payer plus. C'était un piège mental qui nous laissait seulement plus insatisfaits et inquiets, le soi-disant tapis roulant hédoniste. Plus nous avons besoin pour ressentir la même chose, sans fond, imaginant toujours que le bonheur se trouve au niveau supérieur de possessions ostentatoires que nous n'avons pas encore atteints. Évidemment, les stoïciens ne condamnaient pas le fait de profiter d'une vie confortable avec des besoins de base satisfaits grâce au travail ou à l'héritage propre. Il ne s'agissait pas d'abandonner chaque plaisir mondain pour devenir un ascète extrémiste. Ils critiquaient plutôt la futilité de centrer notre estime de soi et notre bonheur sur ces choses externes si fragiles et vaines, en croyant qu'elles importent tant pour les exhiber continuellement, en cherchant l'admiration des autres. Parce qu'au final, ces commodités disparaissent aussi rapidement qu'elles arrivent. Ce sont juste des véhicules transitoires, pas des destinations cruciales qui justifient d'organiser toute la vie autour de leur acquisition ou de leur exhibition. Encore moins pour les encenser comme s'il s'agissait d'un grand accomplissement. Bien sûr, à chaque époque, il y a eu des extravagants fortunés enchevêtrés dans des jeux de statut social prétentieux,
en compétition pour accumuler des insignes insignifiants de prestige comme des voitures de luxe, des maisons énormes et des bijoux coûteux. Mais dans le monde actuel, ce phénomène s'est exacerbé encore davantage avec les réseaux sociaux, devenant presque un sport national de se vanter de richesse avec des photos. Pour beaucoup de gens ordinaires affamés d'attention et de likes, n'importe quel événement est une excuse pour produire des pseudo-hôtels idolâtriques à leur propre ego. Le gâteau d'anniversaire dégoulinant d'or comestible, le bouquet de roses de la Saint-Valentin de la taille d'un buisson, la piscine avec vue panoramique pendant les vacances d'été. Tout soigneusement étiqueté avec des hashtags ronflants pour clarifier le supposé niveau supérieur de luxe et d'exclusivité fantastique dont nous profitons et que nous ne voulons pas que personne ne manque, même si c'est financé à crédit et que nous mangeons du pain avec de la mortadelle le reste de l'année pour le payer. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner les plaisirs mondains qui, en soi, ne sont pas mauvais, selon chaque contexte, mais plutôt de questionner durement ce besoin persistant d'apparence, cette envie de projeter des vies parfaites sur les réseaux, alors que nous savons que la réalité est beaucoup plus normale et chaotique pour tout le monde. En fin de compte, ces luxes passagers pour des photos glamour ne nous apportent rien de substantiel à l'intérieur. Ce sont des pseudo-accomplissements illusoires qui nous distraient de la véritable grandeur personnelle, nous maintenant esclaves de l'approbation externe toujours insuffisante. Nous finissons par oublier que les seules valeurs durables résident dans le caractère intègre et la conduite vertueuse avec les autres. Tout cela s'érode tant que nous nécessitons d'ostenter des symboles frivoles de statut pour nous sentir accomplis. C'est un cercle vicieux de l'ego qui augmente la vanité et le besoin psychologique de validation externe constante, avec des trophées ostentatoires pour combler des vides internes. Mais plus nous faisons du bruit au monde sur notre bonheur basé sur le matériel, plus il devient évident que quelque chose ne va pas en profondeur. En fait, ceux qui sont vraiment satisfaits tendent à être les plus humbles et discrets. Ils n'ont pas besoin de se valider avec chaque chose chère qu'ils peuvent acheter parce qu'ils sont déjà bien de l'intérieur, ayant saisi l'irrélevance de l'accessoire et se concentrant sur l'essentiel. C'est pourquoi cette obsession d'exhiber des luxes est si pathétique du point de vue stoïcien, indiquant des personnes essayant pathétiquement de compenser des sentiments secrets d'infériorité et d'insécurité avec des symboles externes, espérant recevoir par association le respect qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes. Mais c'est un placebo temporaire, car l'estime de soi réelle ne peut pas être soutenue par des choses aussi fragiles et empruntées. Elle requiert une solidité interne basée sur des vertus et des forces intrinsèques du caractère, non sur des matérialités accidentelles. Finalement, les stoïciens arguaient que derrière toute ostentation se cache souvent une profonde irrationalité et une peur existentielle face à l'inévitabilité de la mort, cherchant désespérément à transcender avec des héritages, des souvenirs superficiels par peur d'être oubliés. Une peur sociale de mal paraître, de ne pas s'intégrer, de capter superficiellement un peu d'attention. Une peur intime de la propre obscurité intérieure, nécessitant de fabriquer des identités fausses, de masquer des vides de l'âme avec de jolis artifices. Ainsi fonctionne le piège mortel de l'ego, jamais satisfait, qui a toujours besoin de plus. C'est pourquoi la proposition stoïcienne est simple mais radicale. Réduire drastiquement l'ostentation inutile de choses banales en cherchant à impressionner, concentrer le temps et l'énergie à développer des vertus et des talents internes exceptionnels dès la racine. Être de meilleures personnes et des professionnels intègres, pas seulement en apparence. Construire des liens et des héritages qui transcendent le matériel et perdurent dans le temps, vraiment. Des relations, des souvenirs, de la sagesse. Car au final, seul importe ce que nous donnons, non ce que nous avons. Personne sur son lit de mort ne souhaiterait avoir travaillé plus pour acheter plus de choses qu'il n'a pas utilisées. Mais il regretterait certainement d'avoir peu aimé, peu grandi en tant qu'individu, peu aidé les autres. Simplifier pour complexifier, tel est le paradoxe stoïcien. Se défaire du superficiel pour conquérir des sphères supérieures de l'existence. Lâcher les fardeaux banaux de l'ego pour accéder à des états plus purs de l'être. Cesser de poursuivre la fausse grandeur du posturage sur les réseaux pour être vraiment grand, là où cela compte vraiment. Ton temps ici est bref. Ne le gaspille pas en feignant. Ne joue pas à la version filtrée de toi. Tu es beaucoup plus complexe, intéressant et précieux que cette carte de visite bon marché pour mendier des likes. Ta vie réelle n'est pas ton histoire Instagram. Alors, ne perds pas ta substance dans une image numérique, en éteignant ta vraie lumière.
La 9e habitude toxique que les stoïciens évitaient de montrer en public était l'envie et le ressentiment envers le succès des autres. Pour eux, ces sentiments étaient une distraction dangereuse du véritable objectif, l'amélioration personnelle et la recherche de la vertu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur notre propre progrès, en évitant les comparaisons destructrices qui ne font qu'alimenter un cycle d'insatisfaction et de mécontentement. Sénèque conseillait de ne pas nous tourmenter pour les biens d'autrui. Les posséder ne nous assurerait pas le bonheur, mais en revanche, cela nous ôterait la paix. Cela souligne que la véritable paix vient de notre intérieur et non de conditions externes. Marc Aurèle reflétait également cette idée en disant que la vie de chaque homme est suffisante, mais la tienne est presque une distraction au monde extérieur pendant que tu oublies ton intérieur. Cela souligne l'importance de nous concentrer sur notre croissance interne plutôt que de nous distraire avec ceux que les autres possèdent ou réalisent. Au lieu de ressentir du ressentiment pour les fortunes ou les réussites des autres, les stoïciens proposent de célébrer ces succès et d'en apprendre. Cette attitude nous libère non seulement de l'amertume, mais elle nous motive également à nous concentrer sur nos propres capacités et nos possibilités de croissance. Épictète le manifeste en disant que l'envie est le compagnon de l'ignorance. En comprenant cela, nous pouvons apprécier que chaque personne a son chemin et ses défis uniques. Les stoïciens mettaient en garde contre le danger de permettre à notre valeur et à notre estime de soi de dépendre de comparaisons externes. Ils nous enseignent que la vraie grandeur vient de l'intérieur et que nous devons aspirer à être la meilleure version de nous-mêmes, pas une version inférieure de quelqu'un d'autre. En adoptant une mentalité d'abondance, nous comprenons qu'il y a suffisamment de succès et de bonheur pour tous, nous libérant de l'envie et nous permettant de pratiquer la gratitude et de nous concentrer sur nos forces et nos vertus. Cette approche non seulement enrichit notre caractère, mais elle nous positionne également pour construire une vie plus pleine et plus satisfaisante, en ligne avec l'idéal stoïcien d'autarcie ou d'autosuffisance émotionnelle et spirituelle. La 10e et dernière habitude toxique que les stoïciens évitaient de montrer en public était la tendance à la vengeance et au ressentiment prolongé. Ces émotions négatives, loin d'être une manifestation de force, sont vues par les stoïciens comme un indicateur clair de faiblesse, car elles signalent que nous permettons que les actions d'autres dictent notre état émotionnel et notre comportement. Selon la philosophie stoïcienne, la vengeance est contraire à l'idéal d'autodiscipline et de liberté interne. Marc Aurèle nous conseille que la meilleure manière de te venger est de ne pas être comme ton ennemi. Cela implique que la véritable force réside dans le maintien de nos principes et dans l'acte avec intégrité, indépendamment de la manière dont nous sommes traités par les autres. Le pardon dans le stoïcisme est vu non comme une concession à l'autre personne, mais comme une libération personnelle. Sénèque soulignait que pardonner est l'attribut des forts. En pardonnant, nous montrons non seulement de la force, mais nous alignons également notre conduite avec notre nature rationnelle et sociale, qui préfère l'harmonie et la coopération, plutôt que le conflit et la division. Au lieu de ressentir du ressentiment ou de chercher la vengeance, les stoïciens recommandent d'utiliser les adversités comme des opportunités pour l'apprentissage et la croissance personnelle. Chaque conflit ou rencontre difficile est une chance pour exercer nos vertus et réaffirmer notre engagement envers une vie vertueuse et significative. Nourrir du ressentiment perpétue un cycle de négativité qui non seulement nuit aux autres, mais qui entrave également notre propre développement spirituel et émotionnel. La pratique stoïcienne de la réflexion et de l'auto-examen nous aide à surmonter ces tendances destructives et à nous concentrer sur la construction d'une existence plus paisible et productive. Les stoïciens nous enseignent que éviter la vengeance et le ressentiment n'est pas seulement une question d'éthique externe, mais un composant essentiel du soin et du renforcement interne. En adoptant une attitude de pardon et en nous centrant sur notre propre croissance, nous maintenons notre paix intérieure et sommes mieux équipés pour affronter les défis de la vie de manière constructive et compatissante. Cette approche non seulement nous fortifie individuellement, mais elle contribue également à créer une société plus compréhensive et moins conflictuelle, alignée avec les idéaux stoïciens de sagesse, justice, courage et modération. Nous concluons, ce parcours à travers les habitudes toxiques que les stoïciens évitent de montrer en public, une sagesse qui nous incite à raffiner notre conduite
et à renforcer notre caractère dans l'agitation de la vie moderne. En déployant ces enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, nous ne cherchons pas seulement à éliminer des comportements négatifs, mais nous aspirons également à cultiver une présence sereine et un esprit résilient qui nous permettent de faire face aux défis avec dignité et paix intérieure. J'espère que ce voyage à travers les principes stoïciens t'inspirera à réfléchir et peut-être à transformer ta manière d'interagir avec le monde. Souviens-toi, il ne s'agit pas de supprimer nos émotions ou de nier nos expériences, mais de choisir comment nous répondons à elles. Comme l'a bien souligné Marc Aurèle, c'est notre réaction qui définit notre chemin vers le bonheur et la sagesse. Je t'invite à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent un changement significatif dans leur vie. Reste jusqu'à la fin, partage tes réflexions et rejoins une communauté de penseurs qui, comme les stoïciens, valorisent la tranquillité sur le tumulte, la profondeur sur la superficialité. Au fur et à mesure que nous avançons, rappelle-toi que chaque pas pris avec conscience et chaque habitude modifiée en quête de vertu non seulement nous transforme individuellement, mais nous élève collectivement vers une société plus consciente et harmonique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte et de croissance. Continuons ensemble à explorer et à appliquer les leçons des grands maîtres stoïciens, construisant un héritage de force et de sérénité. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu es une personne dédiée, engagée dans l'apprentissage et la croissance personnelle. Le fait que tu sois arrivé jusqu'ici démontre ta détermination à absorber le savoir et à l'appliquer dans ta vie. Continue à chercher le savoir et à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi que l'apprentissage est un voyage continu et gratifiant. Commente « Je suis une nouvelle version » pour nous faire savoir que tu es arrivé jusqu'ici. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.